Merci d'être là. Vous voyez peut-être que ma voix n'est pas extraordinaire aujourd'hui. Je compte sur votre compréhension. J'espère que ça ira. On a parlé la dernière fois du premier voyage de Dürer à Venise. On parlera aujourd'hui d'un voyage d'un Vénitien qui quitte sa ville natale pour aller en Orient. Il s'agit de Gentile Bellini qui fait un fameux voyage en 1479 80 à Istanbul pour faire le portrait du sultan, donc une tâche extraordinaire. On tournera autour de ce portrait, un portrait qui a une histoire riche, mais aussi une préhistoire, et je dirais aussi une post-histoire. Et je commence avec la préhistoire. La curiosité du peuple et des gens en Italie, en Occident, d'avoir une image du sultan, du conquéreur de Constantinople, était évidemment très grande. Mais la possibilité de le voir vraiment très réduite. C'est la raison pour laquelle les toutes premières représentations du sultan qui circulaient en Europe n'étaient pas exactement des portraits, mais plutôt des inventions. Alors, je voudrais vous en montrer quelques-unes. Une des premières, cette gravure due à un anonyme, intitulée, vous voyez, il y a cette inscription, El Gran Turco, le Grand Turc, qui était d'ailleurs le nom, le pseudonyme du sultan en Europe. Cette gravure avec cette inscription est sans doute une tête d'invention. Et je vais revenir tout de suite sur sa structure. Mais il y en a d'autres, et en même temps, presque d'une façon contemporaine, on connaît une médaille faite par un élève de Pisanello, vous la voyez ici, avec une belle inscription qui nous parle, et je cite l'inscription, du Grande Soldano Mahomet Bey. Là, il y a comme une collusion entre Mahomet, Soldano, sultan, soldat, il y a un peu de clarté. Mais ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle je le montre sur l'écran à la fois, c'est le fait que ces deux effigies sont en totale opposition. Alors, vous voyez, manque complet d'individualisation d'un côté, donc la médaille, ça pourrait être n'importe qui, c'est un visage quelconque, pas des traits définitoires, et surenchère physionomique de l'autre. Et un point commun émerge néanmoins à l'analyse. La médaille, à gauche, toute comme la gravure, sont les deux des œuvres d'invention réalisées en absence du modèle. La gravure du Grand Turc, on s'arrête un peu sur elle, supplée ce manque par un travail combinatoire dans lequel la fantaisie prime. Le sentiment d'effroi suscité par l'image provient essentiellement du mariage de certaines caractéristiques telles, vous le voyez, le regard intense, les sourcils broussailleux, le nez arqué, l'accoutrement bizarre. Une armure protège son corps, un casque fabuleux, sa tête. Un dragon menaçant montrant ses griffes et crachant du feu constitue le point culminant de la parure. Alors, griffes, feu, regard traduisant la même fougue, la même combativité, la même force terrifiante. Plusieurs études récentes ont mis en lumière le fait que cette image, réalisée en absence d'une connaissance directe du sultan, eut à la base plusieurs modèles figuratifs. Et je voudrais à mon tour insister sur ce curieux mais significatif brassage auquel ces sources d'inspiration ont été soumises. Le profil anguleux du Grand Turc, sa barbe, sa chevelure et partiellement son couvre-chef recoupe certaines des caractéristiques du portrait de l'empereur Jean VIII, paléologue, donc d'un empereur byzantin, comme on le voit dans une médaille due à Pisanello, image diffusée en Italie, surtout grâce ou à partir du concile de Ferrare de 1438.
Ce fut un portrait, alors ça c'est clair, le portrait d'un empereur byzantin, un portrait de grand succès qu'il implanta définitivement, on peut dire, l'image du byzantin tout court, l'image du byzantin dans l'iconosphère des débats identitaires. En témoigne, entre autres, sa récurrence dans les grands cycles de Carpaccio à Venise, où parfois apparaît un byzantin et toujours sous les traits, en se pliant donc à ce profil de Jean VIII, paléologue. Dans le cas de la gravure représentant le Grand Turc, et je montre maintenant la gravure, la médaille et aussi ce détail de Carpaccio. Dans le cas donc de la gravure que nous intéresse, cette désinvolte reprise, plus que le fruit d'un équivoque, renferme des allusions subliminales à une libre communication des altérités. L'ottoman n'étant, on le comprend, apparemment que le double du byzantin. L'une des différences majeures du portrait du Grand Turc par rapport à son modèle byzantin concerne l'élaboration extrême du couvre-chef, et je vais m'arrêter un peu sur ce motif. On le sait, les casques historiés font partie du répertoire des inventions de la Renaissance. Selon les spécialistes, cette idée serait issue d'une représentation d'Alexandre le Grand par Andrea Verrocchio. Et maintenant, les choses se compliquent un peu. Alexandre le Grand, vous savez très bien, le macédonien, le grec, si vous voulez, qui avait poussé la force de l'Occident dans l'Orient, et le Grand Turc, sa contre-figure. Là, il y a quelque chose, un enjeu assez important. Mais je vous montre à droite ce portrait d'invention d'Alexandre le Grand fait par Verrocchio. Quelle est la signification de cet rapprochement? On nous signale donc que le sultan était, brièvement, pour faire bref, l'alter ego d'Alexandre le Grand. Il suffit néanmoins de comparer les deux images pour réaliser les différences ici à l'œuvre et ouvrir le débat sur les vrais enjeux de la reprise. Le buste de Verrocchio, connu aujourd'hui seulement à travers ses répliques, vous en voyez une, célébrait la jeunesse, la beauté de l'empereur macédonien. La décoration de son armure et de son casque ont, comme souvent dans ces genres de représentations, une valeur apotropaïque de défense. Le couvre-chef du Grand Turc, quant à lui, s'accorde à son profil angouleux, à ses déclarations fantasques plus que défensives et nettement agressives. Des sources écrites concernant l'invention de Verrocchio peuvent apporter de nouveaux éléments sur ces transformations. Giorgio Vasari, dans sa biographie de Verrocchio, raconte en effet que, et maintenant je cite le passage vasarien, il, donc Verrocchio, fit 2 têtes en métal qui se faisaient pendant en demi-relief, l'une d'Alexandre le Grand de profil, l'autre de Darius. À son idée, il intervertit leur casque, leur armure et tout leur ornement. Alors, ce passage témoigne donc de l'existence de 2 œuvres, l'une les présentant Alexandre, l'autre son grand ennemi, le Perse Darius, et contient une phrase difficile à traduire et à interpréter. Alors, je la cite en italien, variando l'uno dall'altro nei cimeri, nell'armatura in ogni cosa. On peut néanmoins en déduire que le rapport entre ces 2 portraits, ces 2 portraits de fantaisie, comprenait notamment au niveau de la parure un libre jeu de correspondance et de renversement. Dans ce contexte, et en absence des originaux, il est difficile d'établir avec certitude ce que la gravure du Grand Turc doit à l'effigie d'Alexandre et ce qu'elle doit à celle de Darius. On peut néanmoins supposer que la gravure fut à son tour le résultat d'un travail sur les oppositions.
la construction du Grand Turc, parce qu'il s'agit en effet d'une construction, se serait inspiré de l'antithèse Alexandre Darius, c'est-à-dire du clivage entre un prince hellénique et sa contre-figure, le despote oriental. Une preuve supplémentaire du fait que le Grand Turc n'est pas une simple réplique d'Alexandre, mais plutôt son reflet déformé, et la dissemblance du casque dont l'angulosité menaçante est secondée par la surenchère de l'agressivité du dragon qui le décore. Je suis enclin à voir dans cette élaboration une allusion à un instrument guerrier légendaire à valeur symbolique plutôt que fonctionnelle, tel que le démontre le célèbre manuel de Roberto Valturio de Re Militari. Cet instrument crache-feu, je vous le montre ici, une des illustrations du manuel de Valturio, cet instrument, connu sous le nom de Arabica Machina, avait l'aspect d'un monstre hybride au croisement d'un immense canon et du cheval de Troie. Vous voyez un peu comment ça fonctionnait. Le dragon surmontant le casque du Grand Turc en est, selon toute probabilité, une réplique en miniature, ou bien, si l'on veut, une représentation emblématique. Mehmet II n'a probablement pas eu connaissance de la médaille le représentant comme Grande Soldano, mais l'on peut en revanche supposer qu'il put contempler, avec quelle réaction exactement difficile de l'imaginer, son portrait de fantaisie, le figurant sous les traits du Grand Turc. Et en effet, une réplique colorée, la voilà, se trouve aujourd'hui encore dans un album contenant d'autres portraits du sultan au palace de Topkapi. On peut néanmoins affirmer que la réalisation du vrai portrait du conquérant tarda à s'accomplir vraiment et fut précédée par des œuvres dont il aurait difficilement été satisfait. L'impatience, voire la frustration du monarque aurait dû être considérable, car plusieurs documents témoignent de son souhait de posséder un vrai portrait à l'occidental. Il y a plusieurs sources qui parlent de ce souhait du sultan. Je refais un peu cette histoire. En 1461, déjà, il exhortait son allié italien, Sigismondo Malatesta, le seigneur de Rimini, de lui envoyer un artiste capable de lui rendre la ressemblance. Et le choix tomba sur Matteo de Pasti. Matteo de Pasti, grand médailleur. Je vous montre ici une des médailles de Matteo de Pasti avec le portrait de Sigismondo Malatesta. On n'a pas de médaille de Matteo de Pasti avec le portrait de Mehmet. Je vous montre seulement pour voir un peu son art de portraitiste. Mais Matteo de Pasti, envoyé à un certain moment par Malatesta à Istanbul, n'y arriva jamais. Et le tant souhaité portrait du sultan ne fut jamais réalisé. Et l'histoire de cet échec est significative, je m'attarde un peu sur elle, elle est significative en soi-même, fait pour lequel il faut la prendre en considération. Alors ce grand maître médailleur fut arrêté en pleine mer par les Vénitiens, soupçonné d'être un espion. Il transportait avec lui 2 cadeaux de la part de Malatesta pour le sultan ottoman. Premier cadeau, une carte stratégique de la Méditerranée, pas exactement celle-ci, qui date de 1413, ou pas nécessairement celle-ci, 1467, peut-être un peu plus approchée chronologiquement, mais quelque chose dans ce genre. Donc Malatesta envoyait au sultan turc une carte stratégique de la Méditerranée. Second cadeau. Et je m'arrête ici un peu sur la notion de don, de cadeau, avec tout son symbolisme qu'on connaît très bien après les études de Mauss. Donc, le cadeau, le don est toujours quelque chose de l'ordre du symbolique, pas seulement du concret. Second cadeau. Un manuscrit
De Re Militari, que je viens de citer, de Roberto Valturio. Alors, Sigismondo Malatesta, on voit au sultan une carte de la Méditerranée, et pas nécessairement cette gravure, hein, mais tout un album, tout un écrit dans lequel cette gravure, ce dessin était partie importante. Il y avait aussi une lettre d'accompagnement rédigée en latin par le même Valturio, qui voyageait vers Istanbul et qui mérite d'être prise en considération. Je vous cite seulement un passage. La lettre est très longue, très intéressante, mais peut-être que ce serait un peu trop la citer dans sa totalité. Je vous cite un passage important en vous donnant une image d'une des premières pages de ce manuscrit, où il y a probablement aussi le portrait encadré de Roberto Valturio lui-même. Alors, la lettre dit le suivant. Lettre de Robert Valturio, Riminois, ce n'est pas ce texte. La lettre était une lettre d'accompagnement, donc ça, c'est l'écrit. Mais, alors, lettre de Roberto Valturio, Riminois, adressée au très éminent et très distingué seigneur Mahomet Bey, grand amiral et sultan des Turcs, et écrite au nom de l'illustre et magnifique père et seigneur Pandolfo Sigismondo Malatesta, à l'occasion de la remise par Matteo de Pasti, Véronais, des livres de ce traité de Re Militari. C'est la seule citation que je vous donne. Non, je continue la citation, si vous permettez, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Les jours précédents, dit la lettre, j'ai été informé par plusieurs messagers et par des lettres du noble vénitien Girolamo Michele de la manière dont tu te délectes des sculptures et d'œuvres modelées au ciseau en mémoire des anciens hommes distingués, des illustres généraux et empereurs, dont l'effigie très souvent je suis poussé à admirer de la même manière, car elles rendent pour les contemporains et pour la postérité la chose muette parlante. On comprend ici, encore une fois, on met en exergue le désir du sultan, déjà connu en Occident, d'avoir des œuvres d'art, et notamment des portraits faits à l'occidental. La lettre poursuit. Le fait me semble très remarquable et apte à procurer l'immortalité convenable à un prince si grand. J'estime qu'il est vraiment une caractéristique d'une âme noble et généreuse, celle de se délecter de ce genre de choses, où les mains de l'artiste ont exprimé une image fort ressemblante à la nature vivante, une sorte d'encouragement aux actes héroïques. Je saute un passage, la lettre continue, puisque tout d'abord, toi, prince invincible, tu désires nos choses. Alors ça, c'est intéressant. Toi, prince invincible, ottoman, tu désires nos choses. Et tout d'abord, l'arrivée de notre Matteo, je souhaite et je voudrais fortement qu'un Dieu immortel me donne ce pouvoir de présenter un hommage extraordinaire et digne de ta majesté. En fait, même si sa puissance, on comprend la puissance de Matteo, la puissance du médailleur, la puissance du portraituriste, même si sa puissance est grande, car elle ne dépasse pas uniquement mon pouvoir, mais elle dépasse aussi aisément toute force humaine, il me semble que ce serait vraiment indigne si je n'essayais de te satisfaire dignement à mon tour et te priver d'un don que d'ailleurs t'est pleinement dû. C'est Valturio, auteur d'un manuel militaire, qui parle maintenant. Il met donc en balance le don de l'artiste avec son propre savoir, celui de stratège. Par conséquent, je me suis décidé à faire la seule chose qui était en mon pouvoir et que j'estimais que tu aurais particulièrement apprécié, c'est-à-dire te faire parvenir un de mes ouvrages littéraires. C'est étrange qu'il considérait son ouvrage un ouvrage littéraire. Bon, mais j'en passe. De te faire parvenir un de mes ouvrages littéraires et de délectation que j'ai décidé de t'envoyer, et j'ai décidé de t'envoyer ce traité militaire vaste et même savant.
Il doit être offert à ta majesté, puisque fait unanimement, et sans doute sans aucune objection reconnue, par rapport à d'autres généraux et empereurs, non seulement de nos jours, mais aussi du passé. Tu excelles et tu es à juste titre célèbre. Alors, cette lettre s'adresse visiblement à un souverain possédant, à part un grand intérêt pour les arts occidentaux, d'incontestables connaissances de la culture classique. Elle contient, vous l'avez peut-être perçu, et accentue les éléments véhiculés par l'ancienne théorie du portrait que de Cicéron à Alberti avait mentionné la capacité de l'art à célébrer la mémoire des hommes illustres, contribuant ainsi à leur immortalité. Le passage le plus intéressant, ou les passages les plus intéressants, sont ceux qui mettent en avant le fait que l'art du portrait n'est qu'un élément d'une plus large et plus complexe stratégie du pouvoir. Entre les lignes est perceptible, je dirais presque la jalousie à peine occultée de Roberto Valturio, qui le pousse à établir un parallèle significatif entre le pouvoir des images et le pouvoir des armes. C'est ça qu'il offre. Alors, arrêtons-nous, il me semble nécessaire, un instant sur De Re Militari et surtout sur l'imaginaire qu'il proposait. Ce manuel, d'ailleurs, fut voué à un grand succès. Plusieurs manuscrits illustrés sont connus et une édition imprimée, parue très tôt d'ailleurs. La première édition imprimée de De Re Militari est de 1472. Et puis d'autres vont s'en suivre. Le manuscrit confisqué par les Vénitiens en 1461 fut donné au pape Pie II, Piccolomini, et se trouve maintenant à la Vatican. Alors je montre quelques extraits, surtout des illustrations, pour donner une image de ce que Valturio proposait, de ce que ce don contenait. Alors, des machines guerrières un peu aberrantes, d'après mon opinion. Alors, je ne pourrais pas les analyser en profondeur, mais vous voyez ce char de bataille avec des dispositifs qui, probablement, n'ont jamais existé et qui ne pourront jamais exister. Il y en a d'autres. Voilà. Une grande invention, encore une fois, on est dans l'invention, mais dans l'invention guerrière, offerte d'une façon étrange, magnanime, dans un acte politique sans doute discutable, par Malatesta au sultan. Et encore, voilà. Cette page, et on est déjà dans la... une composition assez intéressante, montre d'un côté cette Arabica Machina que je vous ai montré dans une autre illustration et sa possible utilisation à côté d'une autre page où on voit la façon d'une tour mobile capable donc de contribuer avec succès à des sièges. Mais l'Arabica Machina, vous voyez, mérite toute notre attention. C'est une machine de guerre, aberrante elle aussi, on est en pleine invention. Mais le manuel fut intercepté, l'artiste Matteo De Pasti aussi, la carte de la Méditerranée aussi, donc tout ce paquet, ce don triple n'arriva jamais à Istanbul. À la nouvelle de l'interception du tant attendu artiste, Matteo De Pasti, apte à procurer l'immortalité convenable à un si grand prince, j'imagine que la frustration du sultan aurait dû être assez grande. Et on voit le sultan avec cette miniature de l'Arabica Machina dans le portrait des fantaisies à côté, cet instrument de guerre. Mais le sultan ne se contenta vraisemblablement pas de se voir muni d'un appareil de représentation équivalent à un masque, et ses efforts vouaient à se voir un jour portraituré, vraiment portraituré,
ne cessèrent pas. Et on sait qu'il y a eu d'autres artistes italiens, donc un mystérieux Costanzo di Moisi de Ferrare, qui arrivèrent à Istanbul dans les années 60 et 70 du Quattrocento, mais tout laisse croire que le sultan n'obtint pas pleine satisfaction. En août 1478 et 19, en effet, à peine conclue la paix avec les Vénitiens, après des décennies de guerre, il demanda, dans le cadre de pourparlers, l'envoi, et je cite d'un document, d'un bon peintre qui sut faire des portraits. Et c'est ainsi qu'entra en scène Gentile Bellini. Donc, jusqu'ici la préhistoire, maintenant l'histoire. Le portrait que voilà, conservé aujourd'hui à Londres, est le témoignage le plus important de ce pacte. Avant de m'arrêter sur le dispositif de représentation mis en place par le Vénitien, je trouve nécessaire de m'arrêter encore un instant sur le contexte de sa réalisation. Donc, l'histoire est bien documentée grâce premièrement à une très belle synthèse offerte en 1888 par Louis Thuan. Elle a plusieurs héros, dont non pas en dernier lieu le doge Giovanni Mocenigo. Donc l'histoire maintenant de ce pacte entre les Vénitiens et les Ottomans, centré aussi sur l'art italien, notamment sur l'art des portraitistes italiens, notamment sur l'art de Gentile Bellini. Alors, je montre ici ce tableau, probablement peint par Gentile Bellini lui-même, qui représente le doge Giovanni Mocenigo devant la Vierge, accompagné, introduit, comme d'habitude, par son patron, Saint Jean-Baptiste. On voit donc l'imaginaire qui était propre aux peintres vénitiens, notamment à Gentile Bellini, donc peintre d'images religieuses premièrement. La difficulté d'un pacte avec le sultan ressort. Et ici, je voudrais vous donner quelques repères documentaires un peu plus précis qui parlent justement comment est-ce qu'on est arrivé à envoyer Gentile Bellini, comment le doge Venise a décidé d'envoyer quand même, dans le contexte des tractatifs de paix avec les Ottomans, d'envoyer ce peintre, justement ce peintre, à Istanbul pour qu'il réalise le portrait du sultan. Alors, les documents disent que le 26 janvier 1479, Giovanni Dario, secrétaire d'État du gouvernement vénitien, signait à Constantinople avec le sultan Mohamed II un traité qui cédait à celui-ci la ville, le territoire de Scutari, aujourd'hui en Albanie, qui sont admirables résistances que son admirable résistance aux forces ottomanes n'avait pu sauver de la capitulation. Elle avait eu toutefois ce résultat de maintenir intact l'honneur de la République et d'apporter dans les conditions de la paix certaines clauses qui étaient à l'avantage de cette dernière. Le 25 avril suivant, au jour de la fête de Saint-Marc, alors vous savez très bien l'importance de Saint-Marc pour Venise, la paix était solennellement jurée à Venise par le doge, que vous voyez, et l'ambassadeur du sultan, arrivé le 16 du même mois, avec une suite de 20 personnes. Cette paix, qui survenait après 16 années d'une guerre redoutable, avait été accueillie avec la plus grande joie par la République, qui reçut avec honneur l'envoyé de Mohamed, admis le 18 avril en audience par le doge Giovanni Mocenigo. Il lui avait remis, au nom de son maître, donc au nom du sultan, un morceau d'étoffe d'un tissu léger qui avait servi de ceinture au sultan, le priant de son cindre. Alors, je pense que je ne dois pas insister sur le symbolisme des dons, donc le don du sultan, une ceinture, fait cadeau au doge, morceau d'étoffe d'un tissu léger qui avait servi de ceinture au sultan, le priant de son cindre.
engage de l'amitié étroite qu'ils se promettaient mutuellement. Durant tout le temps de son séjour à Venise, l'ambassadeur turc avait été l'objet de la part du gouvernement et des patriciens des attentions les plus délicates. Mais il avait répondu avec toute la morgue qui convenait aux représentants du grand seigneur, donc rapport de pouvoir assez clair. Encore quelques données documentaires. Le 1er août suivant, un juif porteur d'une lettre du sultan arrivait à Venise. Mohamed demandait à la seigneurie de lui envoyer, et maintenant c'est le passage clé, de lui envoyer un bon peintre, habile dans l'art de faire des portraits, et conviait le doge à venir honorer de sa présence les noces d'un de ses fils. Alors cet échange diplomatique, c'est intéressant, les dons symboliques, la ceinture d'un côté, puis il demande quoi comme don? Un peintre pour qu'il lui fasse le portrait, et cette invitation que le doge, le document le dit tout de suite, le doge, tout en remerciant le sultan de l'invitation qu'il avait bien voulu lui faire de se rendre à sa cour, la déclina, en invoquant les exigences de sa charge. Quant à l'envoi d'un peintre à Constantinople, il fut immédiatement décidé par le Grand Conseil, donc affaire d'État, alors c'est clair, qui désigna Gentile Bellini. Bien. Alors, toutes choses étaient disposées pour le départ. Gentile Bellini et ses compagnons s'embarquèrent, on le sait, donc tout est extrêmement bien documenté, le 3 septembre, sur la galère de Melchiorre Trivisano, capitaine des galères de la Roumanie, donc sur un bateau d'État, sur une galère, donc c'était une affaire d'État. Il est embarqué dans son voyage pour Istanbul. Celui-ci, donc le capitaine Melchiorre Trevisano, avait l'ordre de rien percevoir pour leur passage et leur fournir gratuitement la nourriture. Alors, ce sont des états importants, c'est pour ça que je les cite. Ce n'est pas un voyage privé. Pour être clair, le voyage de Dürer, qu'on a parlé la dernière fois, c'était un voyage privé. Il part de Nuremberg, il arrive à Venise, s'il arrive, il s'arrête devant les montagnes, il fait les magnifiques aquarelles des passages, mais c'était un voyage privé. Et j'oserais de m'arrêter toujours pendant cette série de conférences aussi sur ces conditions de voyage. Comment est-ce que les artistes voyageaient? Et cette fois-ci, on a clairement un voyage d'État sur une galère d'État. Les dépenses devaient lui être remboursées à son retour. Donc le capitaine sera remboursé. Voilà, je pense que du point de vue documentaire, ce sont des données qui sont suffisantes pour l'instant. Bien. Plus tard, Vasari donnera des détails à moitié inventés aussi afin d'expliquer la raison pour laquelle Mehmet voulait un portrait fait par un peintre occidental, notamment vénitien, mais je passe sur ce détail. Bon, parlons un peu maintenant du commanditaire, du grand conquéreur, Mehmet Bey, du sultan. Une personnalité sans doute assez complexe. Jeune sultan, il avait déjà pu conquérir donc l'ancien Byzance, donc Constantinople, qui devint vite Istanbul. La culture de Mehmet est une affaire assez complexe, même sa formation culturelle et religieuse. Il y a même le soupçon que sa mère aurait pu être chrétienne. De toute façon, dans la culture de Mehmet, l'intérêt pour les arts et pour l'image est quelque chose de constant, ce qui n'est pas tout à fait évident dans le cas des seigneurs de religion musulmane. Et je vous montre des esquisses, des cahiers de l'enfant Mehmet,
où il s'exerçait lui-même, vous le voyez, ou d'une façon un peu naïve, à l'art du portrait. Il s'exerçait à sa propre signature, tous les enfants, les adolescents le font aussi, et aussi à des têtes de composition qui touchent à la notion encore, qui n'était pas encore forgée, même théoriquement, de caricature. Donc son intérêt pour l'image semble être une constante de plus à plus jeune enfance. Il me semble que ce don donc, de donner, d'emprunter au moins un artiste occidental, vénitien, à ce grand sultan était aussi une affaire esthétique, politique, mais aussi symbolique. Fait est que Gentile Bellini n'y va pas les mains vides. Il porte avec lui, en toute vraisemblance, aussi un cadeau. Pas un cadeau militaire comme celui de Walther, il n'y a pas des inventions militaires, mais un cadeau. Et c'est un cadeau sur lequel je voudrais m'arrêter un peu. Il s'agit en toute probabilité du cahier de dessin du père de la dynastie des Bellini, Jacopo Bellini. Ce cahier de dessin magnifique se trouve aujourd'hui au Louvre, après avoir été acheté à Smyrna, si je ne me rappelle pas bien, à un certain moment, mais je ne voudrais pas refaire toute l'histoire de ce cahier. Donc Bellini, en toute probabilité, va chez le sultan avec un don qui était le don d'un des grands artistes fondateurs de Venise, Jacopo Bellini, et ces dessins sont tout à fait significatifs. Alors je voudrais vous montrer seulement un petit choix des dessins qui se trouvaient dans ce tableau pour me poser la question, encore une fois, du symbolisme du don et des sous-entendus de ce don. Affaire assez difficile à cerner. Alors, vous voyez, par exemple, l'invention de Jacopo Bellini qui montre des chevaliers sur des chevaux cuirassés, et aussi on est entre la réalité et la fantaisie. D'autres représentations sont plus claires parce qu'elles font appel à une figure, la figure emblématique de la chevalerie chrétienne de l'Occident, Saint Georges. Alors, je vous mets à côté cette page de De Re Militari d'un côté, et de l'autre côté, une des pages de l'album du Louvre où on voit Saint Georges terrassant le dragon devant les murs d'une cité. Alors, moi, je me suis toujours demandé, je me demande encore, et je n'ai pas trouvé de réponse moi-même dans la bibliographie, comment est-ce que le sultan a-t-il reçu ce cadeau ? Un Saint Georges qui était le héros par excellence de la lutte contre l'incroyant. La figure de Saint Georges, vous savez, est une figure très complexe. Saint Georges de Lydda, pratiquement, 3e, 4e siècle, fut vite adopté dans le panthéon chrétien avec certaines transformations. Il se déplaça à un certain moment vers la Cappadoce, donc dans la Turquie actuelle, et sans doute toute la mythologie autour de ce chevalier qui était le chevalier, le garant de la chrétienté, fut extrêmement importante pour l'art occidental et pour l'art vénitien en principal. Je vous montre d'autres dessins et d'autres images qui pouvaient le témoigner. Alors, encore une fois, pas nécessairement Saint Georges, mais un chevalier, on ne le voit pas, mais probablement Saint Georges aussi, terrassant le dragon. Je laisse toujours l'Arabica Machina à côté pour avoir un repère. Je n'insiste pas sur le savoir-faire de ce peintre, de Jacopo Bellini, dessinateur extrêmement fin et aussi inventeur extrêmement doué. Ou voici quelque chose d'encore plus intéressant parce que cette fois-ci, l'iconographie de Saint Georges s'est déplacée et
l'image de Saint Georges terrassant le dragon s'est déplacée dans une image beaucoup plus complexe où il y a des chevaliers avec des armures à l'occidentale en lutte avec le dragon ou avec les dragons, enjeu symbolique extrêmement puissant. Bon, pour vous rappeler seulement l'importance de Saint-Georges, des images que tout le monde connaît, du cycle de Carpaccio pour San Giorgio degli Schiavoni à Venise, donc des images puissantes. Donc à Venise, l'iconographie de Saint-Georges était tout à fait claire, elle était connotée justement dans le contexte des tensions avec les Ottomans. La question qui reste ouverte est la réception que le sultan et la cour auraient pu faire à ce cadeau, me semble, cadeau empoisonné. Le séjour du peintre vénitien se déroula plus ou moins bien, selon les premières sources. On verra après peut-être des glosses successives, mais se déroulera assez bien. S'étendit sur un peu plus d'un an. Gentile Bellini fit lui-même des dessins. Il a cet œil curieux d'un peintre, d'un dessinateur qui arrive dans un monde étranger. Alors il fait des croquis, des dessins, des personnages qu'il rencontre. Je vous en montre deux. Donc son séjour s'étend sur un peu plus d'un an, jusqu'à la fin de 1880 ou peut-être début 1481. On sait que les faveurs prodiguées par le sultan furent, si on croit les sources, considérables. On le voit attentif donc, aux aspects pour lui inédits auxquels se confrontait dans les rues d'Istanbul, et les sources parlent de plusieurs commandes émanant du sérail. Mais le résultat principal de ce séjour fut le portrait du sultan, se trouvant aujourd'hui à la Galerie nationale de Londres, et il s'agit d'un exceptionnel phénomène d'hybridation culturelle qui doit être approché, analysé comme tel. Et j'arrive maintenant donc au centre de mon exposé, le portrait du sultan. Alors, quelques données sur cette œuvre. Le tableau peint à huile sur toile est daté en bas, à droite, 25 novembre 1880. Il s'agit sans doute du jour où la dernière touche a été appliquée. L'inscription se trouvant en bas à gauche, on ne peut pas la lire, mais vous devez me faire confiance, j'espère. Toujours en latin, célébrer la personnalité du portrait en tant que conquérant du monde, Victor Orbis. L'image du sultan nous parvient à travers l'ouverture d'un arc au motif décoratif d'inspiration classique. Il est séparé du spectateur par un parapet vu en raccourci, décoré d'un somptueux tissu battu de pierres précieuses, au centre duquel règne sa couronne. 6 autres couronnes, 3 à droite, 3 à gauche, occupent les angles supérieurs du tableau. Au centre de cet impressionnant dispositif de visualisation, le buste du sultan est rendu dans une position assez rare à l'époque, connue sous le nom de mezzo-occhio, quelque chose à mi-chemin entre profil et 3/4. Il est habillé d'un cafetan rouge foncé, muni d'une grande étole en fourrure et coiffé d'une calotte et d'un turban. Ces traits correspondent en gros aux descriptions textuelles qui nous sont parvenues et qui nommaient sans exception, il y en a plusieurs, faites surtout par les ambassadeurs, et qui nommaient sans exception la barbe à pointe, la pâleur du teint et la courbure caractéristique du nez. On peut se demander même on peut se demander si la représentation à mezzo-occhio n'était pas un artifice voué à mitiger l'intensité du regard
et à escamoter le problème du strabisme du personnage, dont certaines sources parlent, sans néanmoins convertir à la ressemblance, sans contrevenir à la ressemblance. Bellini se serait alors conformé d'une façon assez habile aux prescriptions d'Alberti, qui était le grand théoricien de l'art de la première Renaissance, Alberti qui exhortait à éviter la représentation trop directe des accidents physiques, en donnant l'exemple du général Antigonus, borgne, que le grand et mythique appelle « ne peignit, dit Alberti, mais non, je cite, que du côté du visage où les défauts de l'œil n'apparaissaient pas ». Le peintre vénitien, Gentile, a dû vraisemblablement trouver la formule la plus adéquate pour utiliser son savoir pictural dans une œuvre qui devait contenter d'un côté un commanditaire exigeant, friand de nouveautés occidentales, et vaincre de l'autre les perplexités, voire les réticences du spectateur ottoman habituel. Ce dernier, on parle maintenant du milieu de la réception d'une telle œuvre, le spectateur, la cour ottomane, qui se montrait, on le sait, peu perméable à l'utilisation des images. Et même si le sultan lui-même goûtait, on l'a vu, des prouesses mimétiques, celles-ci étaient en permanence soupçonnées d'occulter des offenses à la tradition musulmane. L'œuvre donna, semble-t-il, pleine satisfaction au commanditaire, et Bellini retourna à Venise, comblé des dons. Mais l'œuvre ne fut pas du goût de tout le monde. Dans son Historia Turchesca, une très importante source, Angiolello, qui fut esclave, prisonnier chez les Turcs et plus libéré, Angiolello note qu'à peine le sultan mort, en 1481, c'est-à-dire quelques mois à peine après la réalisation de ce portrait, le successeur au trône, Bayazid II, n'hésita pas à s'en défaire avec d'autres œuvres considérées comme impies. Et je cite ce passage de l'Historia Turchesca d'Angiolello. Le dit Gentile réalisa plusieurs beaux tableaux et beaucoup d'images belles et luxurieuses. Alors, sur cette image belle et luxurieuse plane l'ombre, on en parlera peut-être. Réalisa donc beaucoup d'images belles et luxurieuses que le sultan garda dans son sérail en grande quantité. Mais au moment où son fils Bayazid lui succéda, celui-ci les fit vendre toutes au bazar, où elles furent achetées par certains de nos marchands. Et Bayazid disait que son père ne croyait pas en Mahomet, et que d'autres disent que Mehmet n'avait aucune foi. Donc on touche ici, à travers l'existence de ce portrait, un problème assez important de la foi du sultan lui-même. Était-il musulman vraiment? Était-il croyant? Ou était-il mécroyant du moment où il encourageait les arts et il se faisait faire un portrait? Alors ce passage nomme expressément la vente au bazar des images de luxure, mais ne désigne pas explicitement celle du portrait, tout en étant assez flou pour permettre cette hypothèse. L'actuelle présence de l'œuvre dans un grand musée occidental est la preuve la plus palpable de son rejet oriental. En Italie, on revient de l'autre côté de l'Adriatique, de la mer, si vous voulez, à Venise, l'expérience de Bellini à la cour ottomane fut perçue comme il se devait, et la dimension légendaire qu'elle reçut bientôt n'a rien d'étonnant. Il est impressionnant de réaliser que Vasari, le père de l'histoire de l'art, en fit un grand et complexe récit d'acculturation, dont la richesse est telle qu'il mérite toute notre attention. Il s'appuie probablement sur des sources antérieures, sans doute, comme Filippo Foresta, le Supplementum Chronicarum, mais il élabore, Vasari, une légende d'artiste sur laquelle je voudrais m'arrêter. Alors, le passage est assez long, mais je pense que ça mérite la peine de le lire. Bien. Alors, Vasari.
Mehmet, qui le reçut de bonne grâce et, en tant que nouveau venu, le combla d'amabilité, il en redoubla quand le peintre lui eut présenté un très charmant tableau qu'il admira beaucoup. Il n'arrivait pas à croire qu'un mortel puisse se rapprocher de la divinité au point de pouvoir représenter les choses de la nature avec autant de vie. Gentile ne tarda pas à faire un portrait du souverain, celui-ci si ressemblant qu'on le regarda comme un miracle. Alors ça, c'est quelque chose d'important, di natura tanto bene che era tenuto un miracolo. Le miracle de la représentation, le miracle de la ressemblance. Ayant constaté les nombreuses possibilités de la peinture, l'empereur demanda à Gentile s'il se sentait capable de faire son propre portrait, di dipingere se medesimo. Gentile répondit affirmativement et, en peu de jours, fit son autoportrait à l'aide d'un miroir si ressemblant qu'il paraissait vivre, si ritrasse in una spera tanto proprio che pareva vivo. Il le porta au souverain. Celui-ci en fut tellement émerveillé qu'il lui était impossible de ne pas croire que Gentile ne fût habité par quelque esprit surnaturel. Si la loi n'avait interdit aux Turcs, comme nous l'avons déjà dit, l'exercice de cet art, jamais l'empereur n'aurait permis le départ de Gentile. Mais, par crainte de susciter le mécontentement, ou pour autre raison, il le fit venir un jour, le remercia. Le remercia d'abord de ses services et ensuite l'accabla d'éloges. Il prit congé, comblé de cadeaux et paré du titre de chevalier. Jusqu'ici, ce passage, ou les passages que j'ai choisis du récit vasarien. On réalise aisément que ce que Vasari nous livre ici est un récit, on dirait aujourd'hui orientaliste. Il met en valeur la réaction que l'art italien du portrait aurait dû pu éveiller chez un spectateur ottoman. Peu averti à des ruses de la mimésis, la stupeur, l'émerveillement font vite place à une espèce d'appréhension suscitée habituellement par les œuvres de magie et par des expériences diaboliques. Or, le passage le plus surprenant du récit vasarien que je viens de citer concerne la conversation entre le sultan et le peintre menant à l'épreuve de l'autoportrait. L'histoire est plus qu'incertaine, tout en restant extrêmement significative. L'épisode fut fait l'éloge du savoir presque surnaturel du peintre vénitien, élabore des tensions à l'œuvre dans tout portrait et instaure d'une façon éclatante le dialogue entre les paradigmes culturels. La demande, voire le défi que le sultan adresse au peintre vise, il me semble, le pouvoir de la représentation mimétique. Alors, prendre l'autre en image est un acte de force. On le sait même aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont eu l'expérience d'être modèle, par exemple, d'un peintre, il y a quelque chose qui dérange parce qu'on est sous l'œil de quelqu'un, dans le pouvoir de l'autre. Même la prise photographique est un acte de pouvoir de celui qui nous prend en image. Prendre l'autre en image est un acte de force. Le sultan et Vasari, les deux, le savaient. En invitant Bellini à se représenter lui-même, le sultan, ou plus probablement Vasari, tente de renverser le rapport de pouvoir en faisant basculer la relation objet-sujet. Cette image dans le miroir n'a probablement jamais existé, mais son apparition légendaire dans le contexte du séjour stambouliote a pour but l'intégration de l'œuvre de Gentile Bellini dans le grand système des expériences autoréflexives italiennes. Et Vasari, en tant qu'historien de la peinture italienne tout court, on savait très bien l'autoportrait est une prise de conscience du peintre, de son propre travail. Je ne vais pas commenter ces images assez connues. Le fait ne constituerait pas en lui-même une grande nouveauté dans le contexte inédit de son évocation. Celui-ci montre que l'expérience fondamentale de l'autre
avec laquelle le peintre Bellini se voyait confronté à la cour ottomane s'accomplit surtout ou seulement à travers l'expérience du même. L'histoire est si belle que si elle n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Et Vasari lui-même n'hésita pas à le faire. Alors, il faut considérer le récit de cette épreuve identitaire comme un discours symbolique, mais elle nous incite aussi à considérer de plus près la façon dont Bellini, peintre vénitien, s'engagea dans la réalisation d'une image commandée par l'autre, celle-ci. D'une façon évidente, cette démarche s'est concentrée sur la création d'un espace susceptible à conférer au souverain ottoman la visibilité tant désirée. Pour ce faire, le peintre ne réalisa pas un portrait comme tous les autres. En d'autres termes, il ne créa pas seulement une ressemblance, mais imagina un vrai dispositif capable de présenter, voire d'exhiber cette ressemblance. Le portrait de Mehmet II se distingue par le fait qu'il expose, grâce à son complexe encadrement interne, son propre dispositif de visualisation. Chercher dans la tradition de l'art vénitien les antécédents de la mécanique mise ici en œuvre est une démarche légitime mais non conclusive. Le questionnement autour de son fonctionnement spécifique se révèle beaucoup plus important. Je vais essayer de le faire. L'arc en plein cintre, réalisé par Bellini, est une forme de célébration. Il y a un certain problème de la perspective si on regarde bien cet encadrement. Il y a quelque chose qui cloche dans la perspective du cadre et qui laisse croire que celui-ci fut, pour dire ainsi, appliqué par Bellini une fois le portrait déjà fait. Il y a quelque chose là qui est peu convaincant, qui tient plutôt de la mécanique de la représentation que d'un dispositif réel pendant la séance de pose. De concert avec le rebord et le riche tissu parsemé de pierre, ce dispositif vise à créer une distance. Cette prodigieuse image du sultan, vous vous rappelez bien le texte « Di naturale tanto bene che era tenuto un miracolo », donc cette prodigieuse image du sultan, est de cette façon visible, mais je dirais intangible. Ou plus exactement, sa visibilité est une visibilité contrôlée. On peut discerner ici le souhait de créer, dans une même démarche, un dispositif de célébration qui fonctionne en même temps comme une mécanique de protection. Ce dispositif à double jeu opère d'une façon spéciale dans le contexte d'une culture qui découvrait le pouvoir des images. L'ardeur avec laquelle Mehmet désirait avoir son portrait le démontre. Tout en gardant ses précautions devant les potentiels dangers du regard. Il suffit de lire les récits des voyages du XVe et du XVIe siècle, les récits des étrangers à Istanbul pour réaliser la force contrastante de cette dialectique. La croyance dans le caractère actif de l'œil et dans ses pouvoirs maléfiques mena à la création et la cristallisation d'un système de protection complexe, dont le voile, encore aujourd'hui, est la manifestation la plus connue. Plus difficile à cerner aujourd'hui sont des procédés de protection opérant à l'intérieur des images de pouvoir. Et on en voit une. Dans le cas du portrait de Mehmet II, le plus fort des indices est ce grand tissu que le peintre imagina au premier plan de la représentation. Il ne s'agit pas vraiment d'un tapis, comme on l'a souvent dit, mais d'un tissu traversé par un dédale de fils et ponctué par l'incrustation de pierres précieuses. Déployé comme il est sur le seuil de l'image, c'est-à-dire à l'endroit le plus sensible où s'effectue le périlleux passage entre le monde du spectateur et celui du portraituré, cet objet d'enchantement optique déploie de concert avec les autres données de l'encadrement interne comme un véritable piège du regard. À partir des exemples indiens, les dites colams, l'anthropologue Alfred Gell
avait défini dans une étude classique ce genre de structure apotropaïque comme une figuration sinueuse et symétrique, mais de lecture difficile qui engage l'œil, approchant un seuil de telle manière que les pouvoirs maléfiques du regard soient désamorcés. Vraisemblablement, le sultan se contenta de la stratégie figurative employée par son hôte vénitien, voué à concilier la magie de la mimésis avec l'élaboration ad hoc de certaines ruses protectrices. Dans le milieu ottoman, ce portrait constituait néanmoins une forte transgression. Or, si le paradigme classique qu'il tâcha d'implanter à Istanbul fonctionna, alors il fonctionna in malo. La lecture du passage consacré au portrait dans les Pictura d'Alberti, un traité qui n'était vraisemblablement pas inconnu au sultan, il aurait possédé une copie de ces traités, témoigne les enjeux de ce défi. Et je cite, j'approche la fin, un passage célèbre de les Pictura d'Alberti qui dit le suivant: le peintre la peinture a en elle une force tout à fait divine, qui lui permet non seulement de rendre présent, comme on le dit, de l'amitié ceux qui sont absents, mais aussi de montrer après plusieurs siècles les morts aux vivants, de façon à les faire reconnaître pour le plus grand plaisir de ceux qui regardent dans la plus grande admiration pour l'artiste. Plutarque, dit Alberti, rapporte que Cassandre, l'un des généraux d'Alexandre, s'était mis à trembler de tout son corps en regardant une image dans laquelle il reconnaissait Alexandre, qui était déjà mort, et voyant en elle la majesté du roi. Fin de la citation. À la lumière de cette considération, la destinée posthume du portrait réalisé par Bellini à Istanbul montre que, aussi paradoxal que cela pourrait paraître, l'œuvre était une réussite. Selon toute vraisemblance, une fois le sultan mort, le fils Bayazid ne voulut plus de fantômes du père aux alentours. Il s'en défie au plus vite. Merci de votre attention.